Bonjour Amélie. Bonjour. Tu as de nombreuses casquettes, chanteuse, comédienne, tu animes de nombreuses émissions. Dans la série À toutes choses, malheur et bon, ça nous a permis, nous, de te découvrir depuis la France, en fait, cette crise. Tu es notamment connue pour co-présenter Libérer l'info et les nouvelles de la vérité brutale. Nous t'avons découvert, en tout cas pour ma part, je t'ai découvert sur scène pour ton spectacle. Ouais. Tu viens du Québec, c'est une véritable joie de t'accueillir Merci. pour le Farandole. Tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu quel est ton parcours et ce qui t'a motivé à... Ouf, ça c'est toute une question. Me présenter. Donc, je suis... comment dire? Je pars où? J'ai étudié en communication à l'université, en sachant pas trop ce que je voulais faire. Je voulais m'en aller dans le milieu artistique, mais évidemment, on nous dit que c'est pas possible de gagner notre vie en tant que comédien ou chanteur ou quoi que ce soit. J'ai dit, bon, je vais faire plaisir à mes parents, je vais aller chercher mon bac. Je crois que pour vous, c'est bac plus 3 à l'université, en tout cas. Et en sortant de là, je me suis mis à faire un petit peu des petits rôles à gauche, à droite, dans les séries, les films au Québec. Et de fil en aiguille, je me suis mis à chanter. On m'a donné l'opportunité d'aller chanter aux États-Unis, à Atlantic City. Je suis partie 4 ans en Asie, chanter là-bas. Oui, j'ai vécu des expériences extraordinaires. Ensuite, l'animation s'est présentée à moi. J'ai animé une émission qui s'appelle Call TV, que vous devez connaître ça ici. C'était en tournée à Vienne, en Autriche, donc j'ai passé 1 an et demi à Vienne. Donc ça m'a donné l'expérience de l'animation. Ensuite, j'ai joué aussi un petit peu dans des productions au Québec. Donc j'ai touché un petit peu à tout. C'est pour ça que quand la pandémie a commencé en 2020, je sais pas, j'ai eu cette pulsion-là de faire une vidéo qui était celle qui a marché en premier. C'était les 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. J'ai fait ça pour m'amuser parce que je suis très sarcastique de nature. Puis c'était pour souligner tout ce que... En fait, tout ce que le gouvernement nous disait de faire comme mesure sanitaire, c'était tout le contraire de la santé. Donc, c'est ça qui m'avait inspirée, puis je trouvais ça très drôle. Puis ça l'a explosé sur les réseaux sociaux. Donc, ça m'a donné l'idée d'en faire d'autres. Et de fil en aiguille, tout simplement, c'est ce qui est arrivé. Et là, me voilà en France. C'est comme surréaliste. Et ouais, me voilà en France qui donne un numéro d'humour dans un festival d'humour. Qui l'eût cru? Ouais. Et justement, on voit à travers ton parcours que tu aurais pu choisir une voie peut-être plus simple, avec une reconnaissance plus des médias de masse, etc. Là, tu es parti sur un sujet où tu savais que tu allais t'exposer à j'imagine, une forme d'opposition, voire d'hostilité. Je sais qu'au Québec, vous avez eu des mesures particulièrement fortes. Qu'est-ce qui fait que tu as eu ce besoin de t'engager pour mettre en avant la folie qui était en train de... Je sais que ça ferait une belle histoire de dire que je savais que j'allais me faire canceller, mais je suis allée quand même parce que je suis courageuse. Mais non, malheureusement, je suis juste très naïve, je crois. Moi, c'est tout de suite au début de la pandémie que j'ai fait la vidéo. Donc, je savais pas vraiment que c'était si dérangeant, si scandaleux. Je l'ai vu quand même assez rapidement sur les réseaux sociaux parce que je faisais des petites publications puis je recevais beaucoup de contestations par rapport à ça, mais je savais pas que ça allait si loin que ça. Mais pour moi, ça allait de soi. Je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas vivre dans le mensonge comme ça. Je sais pas comment autant de gens ont fait pour vivre dans le mensonge, dans le silence. On sait que c'est n'importe quoi, mais chut, pour faire semblant. Non, ça n'aurait pas été possible. Moi ça poussait que je devais parler. Et le pire, c'est que j'avais jamais fait des vidéos sur Internet avant. Ça m'a juste venu comme ça. En fait, j'avais travaillé Pendant la pandémie, j'ai travaillé pour une compagnie qui m'avait demandé de faire des petites capsules pour promouvoir leurs trucs et j'ai rajouté un peu d'humour là-dedans pour m'amuser. Puis finalement, ça l'a arrêté. On a eu un désaccord, ça l'a arrêté. Puis je me suis dit, j'aime ça faire ça. J'aime le tourner, j'aime le montage. Donc, je vais en faire pour moi
Puis c'est la première que j'ai faite pour moi, puis c'est ce que ça a donné. Alors, tu es connu aussi en France pour co-présenter Libérer l'info avec Chloé Framery, Salim Laibi, Thierry Casasnovas, Ouais. Emmanuel Darle parfois. Tu as aussi fait une série d'émissions avec Guylaine Langto. D'ailleurs, à titre perso, je te remercie parce que c'est... quelque chose, Guy. Hein? Ouais. Elle est incroyable. Vraiment, et puis cet engagement, ce regard sur la souveraineté, moi, qui m'a beaucoup touché, avec un parcours engagé, et puis voilà, on sent qu'il y a une détermination à toute épreuve. Elle incarne ce qu'elle dit. Ouais. C'est... du coup, ce lien, enfin, c'est quand j'ai fait le lien entre une diabolisation d'une approche en santé, j'ai cru comprendre des recherches que j'ai faites et puis de la façon dont je te suis que les questions de santé étaient importantes pour toi. Quel regard tu poses à travers les exemples de Guylaine ou de Thierry sur cette diabolisation des alternatives en santé en fait? Moi-même, j'en ai été victime parce que j'ai étudié en naturopathie. Je suis naturopathe. Je dis plus ça maintenant. J'ai subi un traumatisme, mais je suis naturopathe. J'ai mon diplôme et au début aussi de la pandémie, j'ai commencé à parler justement de santé. Moi je venais de l'école de Thierry. Là. Je l'avais suivi tout le long de son parcours. Ça faisait des années que je suivais Thierry puis que je l'admirais tellement. C'est d'autant plus spécial qu'aujourd'hui j'anime Libérer l'info avec lui. C'est juste surréaliste. Mais moi aussi, je viens de ce background-là. Ça fait des années que je suis dans une démarche holistique et puis je fais très attention à ce que je mange, ce que je mets dans mon corps. Alors, cette diabolisation-là, elle me surprend, mais elle me surprend pas en même temps. Dans le sens que moi, quand je suivais mes cours de naturopathie, je croyais que tout le monde trouvait ça normal. Il me semble que ça va de soi. Ce qu'on apprend par rapport à la santé holistique, c'est juste logique. Mais non, j'ai découvert tellement de choses, j'ai appris tellement de choses depuis 2020 que les gens ne pensent pas comme moi. Et non, pour eux, c'est normal de s'injecter du poison dans les veines et dire que ça va m'amener la santé. Donc, je crois qu'eux font la bonne chose, eux, ceux qui dirigent la pièce de théâtre. Parce que je pense que le plus gros mensonge de la société se situe là. Donc, eux, c'est bien, c'est correct. Donc, ça ne me surprend pas. Mais c'est grave ce qui se passe, c'est l'inversion des valeurs. Puis ça fait peur. Moi-même, j'ai eu peur. C'est pour ça que je pratique plus, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes qui étaient très louches. Des demandes de consultation bizarres. Je sentais qu'on essayait de me prendre au piège pour me poursuivre. J'ai 3 amis naturopathes qui ont été poursuivis, dont une pour 100 000 Puis c'est des gens de cœur, des gens qui pratiquent leur métier depuis des années, qui savent parfaitement ce qu'ils font. Comme Thierry, c'est une encyclopédie du corps humain, de la santé, puis regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire. Alors, c'est diabolique. On dit la diabolisation, mais eux sont vraiment diaboliques, je crois. Il y a quelque chose de vraiment sombre aux commandes de tout ça. C'est pas de l'incompétence, là, on le sait tous, là. Mais eux font ce qu'il y a à faire, c'est parfait. Comme Guy dirait, c'est parfait comme ça. C'est parfait comme ça, c'est un cadeau évolutif. Tu me tends une belle perche pour faire la transition suivante, parce que le lien avec Guy aussi, c'était justement, je sens qu'il y a à travers tes mots, à travers tes interventions, un regard sur une forme de spiritualité en fait. Tu viens de parler de diabolisation. Moi j'ai cette vision que eux, ils ont une spiritualité très sombre, mais qui n'est pas le fait du hasard, qui diabolise toute forme de spiritualité. Ça n'existe pas, on est dans la matière point, mais pour nous amener dans des endroits pas chouettes. Est-ce que tu as un regard, un goût sur la spiritualité? Est-ce que ça fait partie de ton chemin, que c'est quelque chose qui te nourrit? Oui, j'ai toujours baigné là-dedans. Ma famille était très catholique, donc très jeune. Moi, je devais aller à l'église tous les dimanches. Donc, même si j'adhérais pas vraiment au dogme et à tout ça, je me posais des questions. Je me demandais ça servait à quoi, mais je sentais quand même une présence. Tu sais, je croyais en Dieu, même si je trouvais étrange toutes les espèces de... Il disait, Dieu va te punir là, si t'es pas correct. Mais Dieu est amour et pardon.
je comprenais pas trop, mais bref, ça a toujours fait partie de ma vie. Et surtout quand j'ai découvert Guy, qu'elle l'amène d'une façon vraiment très terre-à-terre. Rien de... Tu sais, le diaboliser, Guy, là, pour nous au Québec, c'est le diable en personne. Comme si c'était une gourou ésotérique, très bizarre. Pourtant, elle est très terre-à-terre dans son approche. Tout ce qui est plus spirituel, c'est qu'on incarne tous cette divinité. Dieu est en nous. Pour moi, c'est très normal. Je l'ai même tatoué dans le dos, ça. We are God. Je m'étais fait tatouer ça il y a une dizaine d'années, donc ça l'a d'autant plus confirmé mon ressenti par rapport à ça. Donc, ouais, je crois qu'on a toute cette puissance divine-là, puis le problème, c'est qu'on a oublié. Donc, je me souviens de qui je suis. Faut tout le temps se rappeler, mais ouf, c'est pas évident. Mais effectivement, je pense que l'ombre est au service aussi de la lumière. Je pense que eux aussi, même s'ils font semblant qu'ils sont très terre-à-terre, juste la matière, je crois qu'ils ont une ils utilisent les lois d'univers, puis les lois de la matérialisation, eux aussi, mais à des fins sombres. Oui, c'est ça. C'est les mêmes lois, mais on peut les utiliser pour le positif, pour la création ou la destruction. Mais dans le cadre, enfin, après là c'est juste une petite parenthèse personnelle, mais moi j'ai la vision que rien n'existe en dehors d'un grand tout. Il y a une vision amérindienne justement qui parle du grand tout, je crois que c'est Wakatanka, et en fait rien n'existe en dehors de ça, et donc j'avais cette sensation que même l'ombre est au service de la lumière, mais qu'il faille bien se méfier de l'ombre et que ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut leur laisser dérouler le plan. Il faut se concentrer sur la lumière, mais en étant conscient que l'ombre est là, tout de même. Ouais. Et qu'il y a une forme d'hostilité. Ah, ça, en tout cas, depuis 3 ans, là, c'est clair et net. C'est surréaliste qu'il y a certaines personnes qui ne le voient pas. Ouais. Ça, c'est spécial. Avec... Ça, c'est complètement fou. Avec une multiplication des narratifs oppressifs, ça passe de l'un à l'autre. Mais ce que je me dis, c'est que multiplier les narratifs, c'est multiplier la peur. Mais ça peut les desservir parce que si j'ai mordu à tel narratif, peut-être que celui-là, je ne vais pas y mordre. Là, ce qui se passe avec les enfants notamment, ça peut être « Ah ouais, là c'est trop ». Ou là, je ne me suis pas fait avoir, mais on nous vend de la sécheresse. Nous, cet été, là, en Bretagne, et à un moment donné, il faisait 14 degrés, quoi. Il pleuvait tout le temps. Bon, sécheresse asymptomatique, bon. Ah, nous, au Québec, on nous a dit que c'était l'été le plus chaud de l'histoire de l'humanité, je pense, ou depuis 500 ans, ou je sais pas quoi, j'ai tout entendu. Et pourtant, c'est un des étés les plus frais que je me souviens qu'on a eu. Mais par contre, justement, tout le délire avec l'agenda LGBT, les enfants, ça, j'ai espoir que ça va en réveiller plusieurs, parce que ça... Là, on a beau essayer de trouver une explication logique, il n'y en a pas vraiment. J'ai vu c'était surréaliste, j'ai vu ça ce matin. Une cérémonie religieuse, c'est comme dans une église catholique ou je sais pas quoi, mais c'était une drag queen qui parlait que, oui, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Et puis, pour dire que Dieu accepte tout le monde, tu sais. Mais quand c'est rendu infiltré dans les églises, puis là, les gens répétaient la prière, là, comme si c'était un Notre Père. Oh mon Dieu! C'était traumatisant, c'était diabolique. C'était diabolique de voir ça. Tu dis d'un côté que nous sommes tous à l'image de Dieu, donc Dieu accepte tout le monde tel qu'ils sont. Ouais, mais c'est quoi? Il y a des chirurgiens qui doivent réparer les erreurs de Dieu, puis couper des pénis, puis former des vagins. C'est spécial. On nage en plein délire. Avec toutes les, tout l'agenda, parce qu'il y a aussi pour Big Pharma des enjeux énormes, parce que quelqu'un en transition, ça veut dire des hormones à vie, ça veut dire des interventions chirurgicales, donc c'est vraiment tout bénéfice. Scratch, il veut se mêler à la conversation. C'est ça, Scratch, hein? C'est ça. Il est tellement fin. Voilà, il aurait eu son petit moment. Son petit moment, il est une star, Scratch. Pour revenir sur le Québec, vous avez eu de rudes mesures, vous faites partie des endroits où il y a eu vraiment des rudes mesures. En même temps, vous avez inspiré le monde entier avec le formidable mouvement du convoi qui a inspiré aussi un convoi en France. Ouais. 3 ans sont passés, on en a parlé, il y a eu des choses très dures, il y a eu aussi des choses très belles sur ces crises. Nous, au niveau du farandole, on essaie d'accentuer sur, plus que la déploration de ce qui ne va pas, sur
qu'est-ce qui va en fait, Ouais. qu'est-ce qui est chouette. Et quels sont les aspects positifs que tu retires de ces 3 années qui viennent de passer? Eh bien, il y a l'aspect que la communauté francophone mondiale s'est reliée. Ça a créé des ponts. Je suis en France en ce moment, puis il y a des gens qui me connaissent. C'est complètement fou. Et il y a cette tu sais, c'est une communauté, oui, communauté dans la francophonie mondiale, qu'on est tous ensemble là-dedans. Puis il y a aussi l'aspect, même si en ce moment, on veut vraiment créer beaucoup de divisions, puis c'est clair, mais nous, dans notre petit écosystème qu'on a créé, au contraire, il y a une grande solidarité, il y a une belle union. Et on l'a vu justement avec le convoi des camionneurs au Canada, parce qu'il y avait depuis des années une division qu'on essaie, bon, par la propagande, de créer entre les anglophones et les francophones. Il y a tout le temps cette guerre-là entre le Québec et l'Ontario aussi. Il y a beaucoup d'animosité. Puis là, avec le convoi des camionneurs, ben, c'était à Ottawa, en Ontario. Plein de Québécois sont allés, puis tout le monde était main dans la main, des high-five dans la rue. C'était juste... c'était plein d'amour. Il y avait une vibration incroyable. Puis justement, là, on sentait l'union. Il y avait plus d'anglophones, de francophones, de blancs, de noirs, de catholiques ou de musulmans, où tout le monde était réuni. Ça, c'était merveilleux à voir. Puis dans toute cette beauté-là, eux, ils ont commencé à dire que c'est des extrémistes de droite, dangereux, violents, nazis, bon, puis tous les qualificatifs racistes, antisémites, alors qu'il y avait des Noirs, des Juifs, et puis toutes les nationalités étaient là. Ça n'avait aucun rapport. Mais ça a été vraiment merveilleux. Puis je suis allée au convoi, puis ça a été... Ça, c'est une belle expérience. Je suis contente d'y aller, puis je me rappelle que ce week-end-là, j'avais pas envie d'y aller. Il faisait froid. J'y allais pour 2 jours, puis il faisait peut-être moins 30 degrés Celsius. Ah, c'est épouvantable. Épouvantable. J'ai dit non, je peux pas manquer ça. Ça va être un événement historique. Il faut que j'en fasse partie. Donc aujourd'hui, je suis contente d'être allée. Mais il faisait effectivement très froid. Oui. Ça, ça a servi, je pense, parce que c'était de plus en plus fou et sévère les mesures au Canada et au Québec. Et à partir du convoi, là, ça a commencé à... Bon, ils ont annoncé le retrait du passeport vaccinal. Ensuite, le retrait du masque. Je sais pas si ça aurait été fait sinon. Tu sais, s'il n'y avait pas eu cette résistance-là, où on en serait, j'en sais rien. Mais c'est sûr que ça a eu du positif, puis que c'est là qu'on voit qu'on a du pouvoir. C'est nous qui avons le pouvoir. Si nous, on dit non, c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Mais il faut se rappeler de qui on est. Exactement. On l'a oublié. Et puis ça, dans les points que je trouve vraiment positifs, et à commencer par moi, c'est des questions que je me posais à peine et que je me pose beaucoup, c'est la question de la souveraineté en fait. C'est-à-dire à un moment donné, quelles que soient les lois, en fait, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Ouais. Et ça, c'est venu questionner très fort notre souveraineté. Et en même temps, il a fallu qu'on nous mette le nez sous l'eau pendant un bon moment pour se dire, mais non, en fait, ça, je veux pas. Ouais. J'accepte pas, en fait. Je réalisais pas avant que j'étais un esclave. Tu sais, on n'avait pas vraiment cette conscience-là. Mais maintenant, tout est tellement plus clair. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup à découvrir encore, là. On se rappelle pas tout à fait de qui on est. Mais on voit beaucoup plus clair, ça, c'est sûr. Il y a une vraie dynamique qui s'est mise en marche aussi. C'est une vraie culture, en fait. Là, on voit entre Internet, avec une façon de questionner l'actualité, de questionner là où on veut nous amener. En fait, il y a des choses où on ne se fera plus avoir. Et même des choses oppressives, je vois sur la suspension, ceux qui ont accepté de perdre énormément, à un moment donné, c'est une découverte de la souveraineté. Quel que soit le chantage, il y a quelque chose en moi qui dit non. Et ça, une fois qu'on y a goûté, ça donne un courage qu'on ne se connaissait peut-être pas. Oui, puis on se dit, au-delà de la peur, il y a peut-être des beaux cadeaux. Tu sais, au-delà du choc initial, j'ai plus de travail, là, au secours. Mais il y a tout le temps quelque chose qui se met en place et qui est mieux aligné avec justement qui on est puis ce qu'on doit faire. Oui, il y a quelque chose de beau dans toute cette noirceur-là quand même. Donc l'ombre est au service de la lumière, comme on disait. C'est ce que j'appelle le cadeau caché, en fait. J'avais fait un article là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a un événement traumatique, mais derrière, la leçon est tellement chouette que finalement, il fallait peut-être en passer par là. Puis on parlait beaucoup au début de la pandémie, le nouveau monde, le nouveau monde. Puis j'y croyais plus ou moins. Je voyais que les gens étaient très endormis. Mais là, il est concret, le nouveau monde.
on crée des événements juste pour les insoumis, les résistants, comme l'événement à Montpellier, un festival d'humour juste pour les résistants, puis ça a été un immense succès. Puis moi, on m'a fait venir du Canada pour aller là. Je dis, il existe là, ce nouvel écosystème-là, puis on le bâtit, le nouveau monde. Puis moi, ce que je pense, c'est que l'ancien va s'effriter tranquillement. Il va avoir de moins en moins d'importance. On le voit déjà, les médias crient on n'a plus d'argent, ils perdent leurs subventions, ça va pas bien du côté des médias traditionnels. C'est pas qu'on se réjouit de leur malheur, mais bon, un peu. Sans les... Un petit peu, là, j'ai du mal à pas me réjouir. Sans les perfusions de l'État et c'est des modèles économiques qui sont en vrac complet. S'il n'y avait pas l'État qui finance pour la propagande, il y en a tout un tas qui n'existeraient plus. Et on a des médias alternatifs. Enfin, là, on le voit, je filme avec un téléphone, on fait avec des bouts de ficelle, mais qui avons une visibilité de plus en plus large. Exact. En fait. Les gens ne s'attendent plus à des méga productions de dizaines de milliers de dollars. Là. Juste un truc maison. Moi, ça me nourrit. On veut entendre le discours, l'échange, plus que voir les prouesses techniques. Là. C'est, voilà, dans la série, à toute chose, malheur est bon. Exactement. J'ai bien confiance à ce nouveau monde-là qu'on est en train de bâtir, plus que jamais. Puis c'est le fun d'en faire partie, non? Ben ouais. De faire partie des premiers balbutiements de ce nouvel écosystème. Et en plus, moi, ce qui me marque, c'est que ce nouveau monde-là et ces nouveaux fonctionnements ont déjà évolué. C'est-à-dire que des choses qui étaient importantes pour nombre d'entre nous, c'est-à-dire la dénonciation de ce qui ne va pas et cette volonté de le montrer aux autres, ça continue et ça a besoin de continuer. Mais en même temps, c'est ce qui s'est dit beaucoup sur le festival, enfin l'université d'été rigolante, c'est qu'en fait, la déploration de ce qui ne va pas, c'est encore un peu l'ancien monde de papa pouvoir, s'il te plaît, laisse-nous un peu d'argent, laisse-nous faire ceci, laisse-nous faire cela. Ouais. Et maintenant, on est déjà dans une autre étape riche des 3 ans qui viennent de passer, de se dire, ben en fait, maintenant, ok, on déplore ce qui ne va pas, mais nous, qu'est-ce qu'on propose? Et qu'est-ce qu'on construit? Et là, il y a quelque chose de la souveraineté collective, de dire, ça nous va pas, mais on arrête de faire juste que déplorer, on met des choses en place. Exact. Et ça, c'est intéressant comme... Vraiment. Point de vue. Je suis d'accord. Même au niveau de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on a passé à autre chose. T'sais, là, on est plus dans les solutions. Oui, on dénonce encore les incohérences de la société, mais on est passé à un autre stade parce qu'on le sait, la base. On n'a plus besoin de dire que les masques, c'est pas bon, les vaccins, c'est pas bon. Il y a des trucs... bon. On passe à une autre étape. C'est vrai qu'il y a une évolution à travers ça. Intéressant. Bonne observation. Merci. Alors, il y a quelque chose qui fait ma marque de fabrique sur le farandole, c'est la question suivante. Alors, des fois, elle passe, des fois, elle passe pas. Elle va passer, moi, n'importe quoi. Il n'y a pas de sujet tabou. Voilà. En fait, moi, je l'aime beaucoup parce que ça vient questionner la personne interviewée sur ce qu'elle a vraiment envie de dire, ce qu'elle a à cœur et que j'aurais pas vu. Okay. Donc, la question, c'est la question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée. Et la réponse que tu en aurais faite. Alors là, tu as un temps de réflexion. OK, merci pour le temps de réflexion. Trop de pression. Peut-être que qu'est-ce que je souhaite, en fait? Qu'est-ce que je souhaite pour l'avenir? Puis je répondrais personnellement, pour moi. Moi, continuer de m'aligner avec ce qui me nourrit, tu sais, tout le côté créatif. Là, je découvre le côté de l'humour, que c'est bien, quoique j'en faisais avec La Vérité Brutale, mais c'était différent en capsule. La musique, tu sais, revenir à chanter, moi, ça me manquait beaucoup, parce que j'ai passé les 3 ans sans chanter parce que je pouvais plus faire de spectacle. Donc, continuer de m'aligner là-dessus, puis participer à défricher comme ça pour cette espèce de nouveau monde qui est en train de se créer, puis que c'est tellement excitant de voir ça. Mais en même temps, je me dis, j'espère que je vais le connaître. On le connaît maintenant, mais dans son plein épanouissement, j'espère qu'on va être là pour le vivre. Mais en tout cas, il y a quand même une belle fierté d'être là pour défricher, puis collectivement, que les valeurs reviennent... Les valeurs du cœur, de l'amour reviennent à la bonne place. C'est que
que collectivement, on sorte de ce mensonge-là. Qu'on revienne à la vérité, que la vérité émerge. L'apocalypse, c'est ça. Le dévoilement de la vérité. Donc, au moins qu'on soit tous, qu'on connaisse tous la vérité, puis à partir de là, on en fait ce qu'on veut. Chacun sa mission de vie, chacun ses trucs, chacun son chemin évolutif, mais qu'au moins qu'il n'y ait plus tous ces mensonges, puis cette propagande, puis que tout soit caché. Puis après ça, à voir qu'est-ce qu'on va construire avec, dans un monde de toute la vérité, tout le monde connaît la vérité. Il n'y a plus de division, de haine créée par les médias, la propagande. Ben là, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre souveraineté. Moi, je suis excitée de voir qu'est-ce qui va se passer. Je pourrais pas dire quoi, par contre, mais ça peut juste être positif, il me semble. Et comme il y a cette légende du centième... Enfin, c'est pas une légende, apparemment, c'est très, très factuel, le centième singe. Voilà. Ouais. Se dire quand il va y avoir ce point de bascule... Ben, c'est ça qu'on est en train de faire, de laver nos patates. C'est ça, le centième... Ouais. Non, on est en train de laver nos patates, là. Puis là, les autres vont... Tout le monde va commencer à le faire partout, par mimétisme, ou je sais pas c'est quoi la théorie là-dessus, que les autres singes qui n'avaient pas vu du tout le singe laver ses patates, ils ont commencé à le faire. Ils s'intéressaient peut-être, c'est contagieux vibratoirement, peut-être, j'en sais rien. À suivre. À suivre. Est-ce que tu peux nous faire part un petit peu de tes projets pour l'avenir, de choses qui te tiennent à cœur dans les semaines, les mois qui arrivent? Mon Dieu, Scratch, il rêve. Oh non, il est au prix, il est attaqué par des bibites, peut-être. Mes projets à venir, là, vu que j'ai été enfermée dans mon studio à faire du montage pendant 3 ans, là, je suis contente de commencer à faire de la scène. J'ai des spectacles qui s'en viennent au Québec de musique. Et puis là, j'ai fait un petit numéro d'humour qui durait à peu près une demi-heure. Mais, très chouette. Merci. J'ai beaucoup ri. Oui, parfait. Et ton côté cynique et sarcastique, on a peu, bien vu dans les dents, un peu vulgaire. Non, pas du tout vulgaire. Là, c'est à peine. À peine. Je vais peut-être doser ce côté-là, d'ailleurs, un peu. J'ai eu quelques critiques comme quoi, c'était assez vulgaire. C'est ça, donc l'idée, ce serait de faire un spectacle complet, mais avec un peu d'aide de mise en scène, tout ça, parce que moi, je commence là-dedans, c'est pas mon métier. J'aime ça, mais je suis une débutante, donc mais bâtir quelque chose de solide, là, que je me sens confiante sur scène, puis commencer à faire des spectacles ici. Là, Stéphane Cuvelier aimerait me produire en France, en Europe. Donc, ça j'aimerais bien que ça fonctionne. Ça, j'espère que tout va fonctionner. Ça serait un rêve. Et c'est quand même en processus. Il faut juste que je produise le matériel, finalement. Ouais. Puis Stéphane est très... Enfin, pour la petite parenthèse, moi, j'ai vraiment eu un relationnel super. Enfin, je l'ai trouvé vraiment chouette humainement. Il est arrivé... il a dit bonjour à tout le monde, tout de suite, très très chouette. Quoi. Il est vraiment, vraiment chouette et talentueux. Ouais. Moi, j'étais morte de rire durant son spectacle. Celui où sa tante, elle est dans le coma. Si quelqu'un n'a pas compris jusque-là, juste avec ce spectacle, et avec le biais de l'humour, et pas attention, ils veulent notre mort et tout, mais juste avec ça, on voit toutes les incohérences. C'est incroyable. C'est magnifique. Mais moi, j'avais déjà vu, comme pas mal tout le monde avait vu, le sketch de la mort. Mais moi, je peux pas m'enlever de la tête, là. Univers, amour, abondance. Non, c'est protection, abondance. Je pense tout le temps à ça. Mais j'ai d'ailleurs en tête de faire peut-être un numéro inspiré de ça, que ce serait peut-être une fille un peu trop spirituelle, genre prof de yoga, là, un peu perchée, sans copier sur Stéphane, mais vraiment inspirée de ça. Ça m'a vraiment marqué, ce numéro-là. C'est tellement bien pensé, la répétition de ça. Tu sais, ça nous reste dans la tête, puis ça nous marque. Donc, moi, je me rappelle du numéro à cause de ça. Et ce qui est inspirant, parce que j'ai aussi un spectacle à titre perso, et ce qui est inspirant pour nous qui faisons du spectacle aussi, et ce qu'on sent chez Stéphane, c'est ce plaisir qu'il a à être sur scène. Vraiment. Il y a un moment donné où là, je me disais, là, il est en train de boire du petit lait, ça fonctionne, la salle est morte de rire. Lui, il a décroché 1 ou 2 fois où on sentait que, voilà, il prenait un grand plaisir. Et là, c'est ce que je lui ai dit, et moi, c'est aussi ce qui m'a plu de voir ton propre spectacle.
C'est-à-dire que la vidéo, c'est chouette, mais le spectacle vivant, il y a quelque chose énergétiquement qui se passe entre le public et la personne sur scène qui est unique et inimitable, et heureusement qu'il reste du spectacle vivant, quoi. C'est très, très chouette. Et... c'est le fun qu'on commence à le faire revivre aussi, parce que, je veux dire, ça a été mort. Puis, et effectivement, les gens étaient en train de mourir. On a besoin de rire, on a besoin de connecter ensemble. Puis ce fil, moi, c'est la première fois que je l'expérimentais, ça, d'avoir le rire, il y a vraiment des gens qui ont ri. J'ai dit quelque chose, puis ils ont ri. C'est vrai qu'il y a une belle énergie, là, puis c'est agréable. Donc, j'aimerais ça, c'est ça, peaufiner mon truc, puis à être en confiance, puis en maîtrise, comme Stéphane. Arriver là, j'aimerais ça. Parce que là, moi, je suis encore débutante, puis j'ai peur, j'ai beaucoup de stress, d'insécurité, je manque de confiance en moi, mais arriver à ce stade-là où tu es sur scène, puis là, tu kiffes, comme vous dites. Tu fais juste apprécier le moment, puis échanger, puis créer un genre de vortex avec le monde, là, qui a un échange puissant. Puis, tu sais, quand tu ris, tu laisses tomber tous tes blocages. Hein? Les gens, des fois, ils sont trop dans leur mental, puis là, même, ils vont se retenir de rire parce que des fois, ça paraît pas bien. Mais là, on rit, c'est comme si ça... Ouais, tu laisses tout tomber, tu te mets à nu quand tu te laisses vraiment aller, puis tu ris, puis ça connecte les gens ensemble. C'est beau, en fait. Fait que ça, si je peux participer à ça, j'aimerais bien. En tout cas, tu as déjà un travail d'écriture qui est quand même bien affirmé avec les nouvelles de la vérité brutale. On avait déjà eu un... Je voudrais inclure un peu de ça, peut-être faire une vérité brutale pour le spectacle, puis moi, interagir avec quelque chose comme ça, à suivre. C'est vrai que Stéphane et Rémi du Juste Milieu aussi, ils incluent des passages vidéo un petit peu... Je trouvais ça intéressant. Je trouvais ça très intéressant dans leur spectacle. Ça amène du dynamisme, ça amène une coupure, du rythme. Ouais, ça m'a inspiré aussi de voir les autres. Puis quand on voit comment ils se donnent, ça peut être aussi faire un petit break. Stéphane, à la fin, sa chemise était trempée, tellement il faisait chaud, donc c'était des petits breaks pour boire un coup. Exact. Est-ce que tu as vu le premier spectacle à la salle Orion, toi? Le tien? Ouais. Oui, c'est celui-là que j'ai vu. OK, donc je me suis bien payé la tête de Stéphane aussi. Parce qu'il s'était payé la mienne, alors je me suis payé la tête sa tête à lui. Il y a aussi, d'ailleurs à ce propos, il y a aussi Farid, Docteur Alouest, qui s'est moqué de l'accent québécois. C'est drôle parce qu'après le spectacle, je me suis dit, tiens, je vais me venger, ça va être drôle. Puis c'était un échec total. J'ai payé du karma en voulant me venger sur scène et ça n'a pas fonctionné. Ma joke était nulle. Ça rentre dans la case d'expérience? C'est exactement ça. Tu vois, là, j'ai eu un karma instantané. Aucun rire. Ah, OK, ça n'a pas fonctionné. C'est bon. Désolée. C'est ça le spectacle vivant aussi. Ah oui. Avant d'être au niveau de Stéphane, j'imagine qu'il faut se péter la gueule quelques fois. Et apprendre des cadeaux évolutifs. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais ajouter? Oui! Qui tient à cœur? Je me souviens de qui je suis. Je dis ça parce qu'on parlait de Guy. Je fais d'ailleurs une 12e capsule avec Guy à la mi-octobre. C'est intéressant. Ça fait 2 ans qu'on a enregistré la dernière. On avait fait une 11e. Donc, c'est à 10 en 10 étapes. On avait fait une 11e étape de 10. Puis on va faire la 12e étape. D'accord. Qu'on est rendu, en fait, parce que là, Guy a sent qu'on est rendu vraiment au stade là, que c'est la fin de la peur. Là, ça suffit. Il faut qu'on sorte. C'est parce qu'on a tous peur. Même nous, on est morts de peur. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'elle a à dire sur le sujet, même si je m'en doute un peu. Mais la fin de la peur. Je suis pas un très bon exemple de ça. Moi, j'ai peur de tout le temps. C'est un chemin. Oui, voilà. Ce qui importe, c'est aussi mais c'est de continuer malgré la peur. En tout cas, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un chouette moment. Et j'ai un petit service à te demander. Okay. Est-ce que la chute de la vérité brutale, tu pourrais nous la faire? Ah oui! Chut. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut! Il y a des gens qui dorment encore! Puis là, des fois, il y a un rire diabolique. Je suis trop contente de l'avoir dans la boîte, celle-là. Merci beaucoup, Amélie. Merci.